Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va revoir les bases du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, un thème très important au bac de physique-chimie français. Commençons par les hypothèses. On suppose que les frottements de l'air sont négligeables, de même pour la poussée d'Archimède. La seule force, c'est le poids. On suppose aussi que le poids de l'objet est constant, donné par P égale mg. M est la masse et G l'intensité de la pesanteur sur Terre. G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Finalement, on suppose que le poids est vers le bas. Ces deux dernières hypothèses viennent du champ de pesanteur, considéré uniforme près de la surface de la Terre. Définissons le système. C'est le projectile. Le référentiel est terrestre supposé galiléen. On utilise un repère classique OIK avec l'axe Z vers le haut. Au bac, ne mémorisez pas les formules qui peuvent varier selon les énoncés. Maîtrisez plutôt la logique des 5 étapes suivantes. Premièrement, vitesse initiale en composante et bilan des forces. La vitesse initiale fait un angle alpha avec l'horizontale. Avec un peu de trigo, cos alpha égale adjacent sur hypoténuse égale V0x sur V0. Et sin alpha égale opposé sur hypoténuse égale V0z sur V0. En réarrangeant, on obtient que V0x égale V0 cos alpha et V0z égale V0 sin alpha. Ce sont les composantes du vecteur vitesse initiale V0. Ensuite, bilan des forces. La seule force, c'est le poids, qui est vers le bas. Donc déjà, pas de composante sur x. De plus, vu que l'axe z a ici été orienté vers le haut, sur z, il faudra ajouter un moins. Donc, P égale 0 moins P. Et on a dit que la norme du poids est P égale mg, donc vecteur P égale 0 moins mg. Étape 2, deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. La seule force est le poids, donc la masse fois le vecteur accélération est égale à l'expression du poids, que l'on vient d'avoir, 0 moins mg. Et en projetant sur les axes, on a m à x égale 0 et m à z égale moins mg. On divise par m, donc ax égale 0 et az égale moins g. Étape 3. On intègre l'accélération pour avoir la vitesse, car on sait que l'accélération est la dérivée de la vitesse. La primitive de 0 est une constante, C1, et la primitive de moins g est moins gt plus une constante C2. Les conditions initiales pour la vitesse sont Vx au temps 0 égale V0 cos alpha et Vz au temps 0 égale V0 sin alpha. On substitue t égale 0 dans nos équations juste au-dessus pour déterminer C1 et C2. Vx de 0 est égal à C1, donc C1 égale V0 cos alpha. Et Vz au temps 0 est égal à C2, et donc C2 égale V0 sin alpha. Étape 4. On intègre encore, une fois, pour avoir la position, car la vitesse est la dérivée de la position. Sur x, on primitive V0 cos alpha. On a donc x égale V0 cos alpha t plus une constante K1. Sur z, on primitive moins gt plus V0 sin alpha. Donc z égale moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus K2. De nouveau, avec les conditions initiales, on détermine K1 et K2. X en t égale 0 égale x0, donc K1 égale x0. Et Z en t0 égale z0, donc K2 égale z0. On obtient donc ces deux équations horaires. Si vous avez du mal avec les primitives, voici un tableau pour vous aider. Remarque sur la position initiale x0, z0. Celle-ci dépend de l'emplacement de l'origine, qui vous sera donné sur un schéma. Par exemple, si on place l'origine au point de départ, alors en t égale 0 secondes, x et z sont nuls. x0 égale z0 égale 0. Par contre, si on commence du haut d'une montagne de 4000 mètres et que l'on place l'origine au sol, juste en dessous, alors z0 égale 4000 mètres, etc. etc. L'important, c'est de comprendre le principe car ça peut changer dans les exos. Et finalement, étape 5. On isole t de x pour avoir l'équation cartésienne z de x. On sait que x égale v0 cos alpha t plus x0. On isole le temps, donc on a t égale x moins x0 divisé par v0 cos alpha. On substitue dans l'équation z de t. Donc z en fonction de x est égal à moins 1 demi fois g multiplié par x moins x0 divisé par v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sin alpha fois x moins x0 divisé par v0 cos alpha plus z0.
Vous voyez, on a remplacé tous les t par x moins x0 divisé par v0 cos alpha. Ici, les v0 se simplifient, et puis sin alpha sur cos alpha, ça fait tan alpha. Et on obtient l'expression finale de z de x. Elle se simplifie encore si x0 ou z0 sont nuls. Ça dépend des cas. D'abord, un petit récap sur la conservation de l'énergie mécanique. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, on néglige ici les frottements de l'air, et on peut donc dire que l'énergie totale, i.e. l'énergie mécanique du système, se conserve. En d'autres termes, l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale égale l'énergie cinétique plus potentielle à un point quelconque de la trajectoire. Or, on sait que l'énergie potentielle, dans un champ gravitationnel uniforme, est égale à mgz, z étant la hauteur. Ici, on a défini l'origine comme étant au point initial. Donc, l'énergie potentielle initiale sera 0, puisque z0 égale 0. C'est l'origine. La vitesse initiale, c'est v0. Et donc on a 1 demi mv0 carré égale énergie mécanique en un point quelconque égale 1 demi mv carré plus mgz. En réarrangeant, on obtient l'expression de la norme de la vitesse en fonction de la hauteur z. Ça devient intéressant parce qu'on sait qu'on a une parabole. Donc chaque valeur de z sera atteinte 2 fois. Et donc, en 2 points ayant la même hauteur, la vitesse sera la même. Mais on se distrait un peu là. Nous, ce qu'on voulait, c'est trouver la hauteur maximale. Pour cela, il suffit d'appliquer la conservation de l'énergie mécanique entre le point initial et le point avec la hauteur maximale. Or, qu'est-ce qu'on sait sur la vitesse au sommet de la parabole? Eh bien, vu que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, il sera horizontal au sommet. En d'autres termes, la vitesse y a seulement une composante sur x, et pas sur z. Et puis, la vitesse sur x est constante, vous vous souvenez? Elle est égale à sa valeur initiale v0x, soit v0 cos alpha. Regardez la partie 1 si vous n'êtes pas sûr. Avec ça, on peut mettre tout ça en musique. Donc, énergie mécanique initiale égale énergie mécanique à la hauteur maximale. Or, l'énergie cinétique initiale, c'est 1 demi mv0 carré. L'énergie potentielle initiale est nulle, puisque z0 égale 0. L'énergie cinétique à la hauteur maximale est de 1 demi mv0x au carré, soit 1 demi mv0 carré cos carré alpha. Reste à isoler z max, et on obtient cette formule-là. Finalement, à l'aide de l'identité sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1, on obtient z max égale v0 carré sin carré alpha sur 2g. En soi, il y a moyen d'arriver au même résultat en n'utilisant que les équations horaires, qui sont démontrées dans la vidéo précédente. On utilise la même idée qu'avant, c'est-à-dire que la vitesse sur z est nulle à la hauteur maximale. À partir de là, on isole le temps dans l'équation horaire, et on le substitue dans l'équation horaire de z. Moi personnellement, je préfère la méthode énergétique, mais on fait comme on veut. Maintenant la portée. Souvenons-nous, la portée, c'est la distance horizontale parcourue lorsque le projectile atteint le sol à nouveau. La dernière fois, on a démontré que l'équation de la trajectoire était z égale moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus tan alpha x. Donc, pour avoir la portée, on résout z de x égale 0. Pour résoudre cette équation du second degré, on peut soit faire delta, mais ici c'est plus simple de factoriser x pour qu'on puisse appliquer la règle du produit nul. Donc, soit x est égal à 0, solution triviale qui ne nous est pas utile, soit gx sur 2v0 carré cos carré alpha plus tan alpha égale 0. Pardon, moins gx. On isole x dans cette deuxième équation. On obtient donc que la portée xf égale 2v0 carré cos carré alpha tan alpha sur g. Reste à simplifier ce résultat. On sait que tan alpha égale sin alpha sur cos alpha. Donc, cos carré alpha tan alpha égale sin alpha cos alpha. De plus, on peut appliquer la formule de l'angle double sin de 2 alpha égale 2 sin alpha cos alpha, et donc on obtient comme réponse finale
xf égale v0 carré sin 2 alpha sur g. En soi, on aurait pu laisser le 2 sin alpha cos alpha, mais transformer en sin 2 alpha nous sera utile dans un instant. Et puis ça donne un peu plus clean, je trouve. Parlons maintenant de l'angle initial. On connaît la formule de la portée, mais pour quelle valeur de l'angle est-elle maximale? Eh bien, la valeur maximale du sinus est 1. Donc on résout sin 2 alpha égale 1, avec alpha entre 0 et 90 degrés. On obtient 2 alpha égale 90 degrés, donc alpha égale 45 degrés. La portée est donc maximale pour un angle initial de 45 degrés. De plus, cette formule nous montre aussi que tous les angles complémentaires ont la même portée. Par exemple, 30 degrés et 60 degrés. Pour rappel, le complémentaire d'un angle alpha, c'est 90 degrés moins alpha. Donc on peut facilement démontrer ça en calculant que sinus de 2 fois, entre parenthèses, 90 degrés moins alpha, le complémentaire, égale sinus de 180 degrés moins 2 alpha, égale sin 2 alpha, en appliquant la formule du sinus supplémentaire. Ce résultat a comme conséquence étonnante que si on commence avec un angle de 90 degrés et qu'on le diminue progressivement, initialement la portée augmente. Mais si on diminue en dessous de 45 degrés, la portée diminue. On peut illustrer ça avec le graphique suivant. On a dessiné plusieurs paraboles, toutes avec la même vitesse initiale, mais avec des angles différents. On constate que celles de 75 degrés et de 15 degrés ont la même portée, de même pour 60 degrés et 30 degrés, et celle de 45 degrés a une portée maximale. Eh bien, maintenant, on sait comment calculer la hauteur maximale, la portée, et l'angle qui maximise la portée. Mais il y a encore plein de questions sur le mouvement balistique. Comment est-ce qu'on calcule le temps de vol? Dans cette vidéo, on va parler du temps de vol d'un projectile, du temps nécessaire pour atteindre un point quelconque, et finalement, on va utiliser tout ça pour calculer le temps de vol et la portée d'un projectile lancé d'une montagne. Commençons tout de suite. Le temps de vol est le temps que le projectile prend pour atteindre sa hauteur initiale, à nouveau. Pour le calculer, on se souvient que l'équation horaire de z est z de t égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t plus z0. Où z0 égale 0 si on définit notre origine 0, 0 au point initial x0, z0, comme on l'a fait dans la première partie. On peut donc résoudre cette équation, z0 égale, z de t égale z0 égale 0, donc moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t égale 0. Et pour résoudre cette équation quadratique, on pourrait faire delta, mais comme pour la portée, il est plus simple de factoriser le t et d'appliquer la règle du produit nul. Donc, soit t égale 0, solution triviale qui ne nous est pas utile, soit moins 1 demi gt plus v0 sin alpha égale 0. On isole t et on obtient tf, temps final, égale 2v0 sin alpha sur g. On peut vérifier la véracité de cette formule en retrouvant la formule de la portée en utilisant celle-ci, celle du temps de vol. Petit rappel, la portée, qu'on a calculée dans la vidéo précédente, a pour formule xf égale 2v0 carré sin alpha cos alpha sur g, soit xf égale v0 carré sin 2 alpha sur g, en utilisant la formule du sinus de l'angle double. Maintenant, souvenons-nous que l'équation horaire de x est x égale v0 cos alpha t, vu qu'on a un MRU et qu'on place l'origine au point initial. Regardez la partie 1 si ça ne vous dit rien. Donc, si on remplace t dans cette formule par le temps final, on devrait avoir la portée. On a que xf égale v0 cos alpha fois temps final, c'est-à-dire v0 cos alpha fois 2v0 sin alpha sur g, égale 2v0 carré sin alpha cos alpha sur g. C'est la même chose, la formule est cohérente. Mais donc, conclusion, le temps de vol ne dépend que de la vitesse initiale verticale, ce qui est intéressant. Attention, ces formules du temps final et de la portée ne sont valables que si la hauteur initiale est égale à la hauteur finale.
Donc si on lance un projectile d'une montagne, ça ne va pas marcher. Mais que se passe-t-il alors? Pour comprendre ça, calculons le temps nécessaire pour atteindre un point quelconque xz. Par exemple, ici. Notre origine, on la place encore et toujours au point initial, et donc nos équations du mouvement sont toujours les mêmes. Ce qui change, c'est qu'on ne résout pas z de t égale 0, mais plutôt z de t égale une certaine valeur de z, ou x de t égale une certaine valeur de x. Ça dépend de ce qu'on nous donne. Si x est donné, c'est plus simple. On sait que x égale v0 cos alpha t, donc t égale x sur v0 cos alpha. Si z est donné, c'est légèrement plus compliqué, mais rien d'insurmontable. On sait que z égale moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Et on doit isoler le temps dans cette équation. On met tout du côté gauche, et puis on s'aperçoit que c'est une équation du second degré, avec terme constant z. Et donc, on ne peut pas factoriser t comme précédemment. Mais du coup, on fait delta, on sait que delta égale b carré moins 4ac, et on voit que a est égal à g sur 2, b est égal à moins v0 sin alpha, et c égale z, donc delta égale v0 carré sin carré alpha moins 4 fois g sur 2 fois z, ce qui est égal à v0 carré sin carré alpha moins 2gz. Puis on applique la formule quadratique, t est égal à moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, et on a donc t est égal à v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha moins 2gz, le tout divisé par g. Ok, cool, on a une formule. D'abord, quelle signification donner à ce plus ou moins ici? Eh bien, vu qu'une parabole est symétrique, chaque valeur de z est théoriquement atteinte deux fois. D'abord au temps t est égal à truc machin avec le moins, et une deuxième fois au temps t égale truc machin avec un plus. Ensuite, vérifions la formule en examinant un cas limite que l'on connaît, celui de z final égale 0. Ce qu'on a fait au tout début. En physique, c'est toujours bien de vérifier ces formules de cette manière. Dans ce cas, on a t égale v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha, le tout sur g. Donc, soit t égale 0, soit t égale 2v0 sin alpha sur g. Exactement comme avant. Maintenant, appliquons-la en calculant le temps de vol pour un projectile lancé du sommet d'une montagne de hauteur h, ce que j'avais mentionné précédemment. Il suffit de remplacer z dans la formule, mais attention, vu que notre origine est au point de départ, dans ce cas, au point final, z sera négatif. Donc z sera égal à moins h. En d'autres termes, t est égal à v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha plus 2gh, le tout sur g. Pardon, sans le moins. On n'a plus le plus ou moins, seulement le plus, car la solution avec le moins est à exclure, car le temps serait négatif, v0 sin alpha étant inférieur à racine de ce bazar-là. Et donc, on ne garde que la solution positive, dans ce cas. Troisièmement, vu qu'on a cette formule de toute façon, calculons la portée de ce tir, car souvenez-vous que la dernière fois, on a envisagé que le cas où les hauteurs initiales et finales étaient égales, dans notre cas égale à 0. Pour ça, remplaçons cette valeur de t dans l'équation pour x. X égale à v0 cos alpha t, on obtient x est égal à v0 cos alpha sur g, multiplié par v0 sin alpha plus ou moins racine carrée de v0 carré sin carré alpha plus 2gh. Ici aussi, on peut vérifier la cohérence du résultat en voyant que si h égale 0, nous redonne notre formule originale pour la portée. Et c'est bien le cas. En soi, cette même formule, on aurait aussi pu la trouver en prenant directement l'équation de la trajectoire z de x et en résolvant z de x égale moins h. Mais il y a juste un petit peu plus de constante, donc c'est un peu plus long.
Mais donc, pour résumer, dans cette vidéo, on a d'abord calculé le temps de vol, dans le cas le plus simple, où la hauteur finale est la même que la hauteur initiale, et donc égale à 0, puisqu'on met notre origine au point de départ. On a ensuite traité le cas général, soit le temps nécessaire pour atteindre un point quelconque xz, nous donnant deux formules, une en fonction de x et une en fonction de z. Et finalement, on a appliqué ces formules pour trouver le temps de vol à partir d'une montagne de hauteur h, ainsi que la portée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a terminé notre série sur les bases du mouvement d'un projectile. Je vais encore faire une ou deux vidéos sur l'optimisation de la vitesse initiale d'un projectile. Mais en attendant, j'espère que cette série vous a plu et qu'elle vous a aidé dans vos études. Merci d'avoir regardé cette vidéo.